Bonjour et bienvenue à tous. Tout le monde n'est pas encore là, mais vous viendrez et puis on sera content de vous accueillir en chemin. Certains de vous ont déjà aidé en React par vos dons et surtout par vos expertises également, différents sujets. D'autres découvrent React ce soir et on est ravis de vous accueillir avec les deux idées en tête. De quoi on parle? La transition environnementale et écologique, sociale, est une absolue urgence. Il faut aller vite. J'étais tenté de dire qu'il fallait aller lentement pour pouvoir aller vite, mais pour être plus compréhensible, React fait deux choses à la fois. On essaie d'aller vite en étant en action directe le plus possible et en travaillant en matière de campagne, mais on est obligé aussi d'aller en profondeur, qui prend du temps de temps en temps, lorsqu'on fait un travail d'organisation sur le terrain et sur les terrains un peu partout où on peut. Euh, on veut, à React, promouvoir la capacité d'agir partout en vue des mobilisations importantes qui vont sans doute venir autour des changements environnementaux ou d'ailleurs changements dans le monde du travail. Si nous avions, et on ne les a pas, les moyens, on serait partout où on peut soutenir, outiller, organiser les premières concernées, comme on dit à React, par la crise, apprendre à agir eux-mêmes, à devenir gagnants des transformations sociales et environnementales nécessaires et non pas les perdants. Mais avec nos amis, on peut cibler trois secteurs les plus polluants pour l'action éco-syndicale: l'agriculture, le logement et le transport. React vise surtout la mobilisation des révélations d'exploitation agricoles toxiques, les plus toxiques, en lien avec les associations d'usagers, de consommateurs, clients d'agribusiness, quand on peut. D'autres groupes, d'autres associations, dont certaines sont avec nous aujourd'hui, travaillent sur les autres domaines, le transport, les logements, qui sont à la fois défaillants et trop chers. Certains de nos alliés sont, comme je dis, avec nous. On expérimente, on innove en construisant des éco-syndicats qui donnent le pouvoir collectif aux personnes impactées, sinon isolées et sans pouvoir. Les organisateurs de React transnational et de l'Alliance citoyenne leur apportent un carquois de méthodes, de conseils en tactique et en stratégie. Comprenons bien les enjeux de votre participation aujourd'hui pour nous, pour React. Dans quelques minutes, deux de nos organisateurs vont présenter leurs tentatives et parfois leurs échecs pour tenter d'ancrer l'écosyndicalisme dans deux continents, l'Afrique et l'Europe. De vous, on attend les suggestions et votre soutien, car votre soutien, soit en argent, soit en contribution de votre temps, de votre expertise, c'est la garantie de l'indépendance de notre association. C'est donc la garantie de notre liberté d'agir. Merci. Alors, ce soir, il y aura deux d'entre nous qui sont, et une troisième. Je présente Léa Papinuti, qui est au contrôle. Elle est campaigner en chef de React France. Elle fait office aussi de responsable de communication en attendant que React puisse réunir les moyens d'embaucher une responsable de com. C'est elle qui sera votre interlocutrice dorénavant sur React et notamment après la réunion si vous avez des choses à nous dire. Héloïse Mollet, dites bonjour Héloïse, est fondatrice de React. Et actuellement, elle est responsable du pôle écosyndicalisme. Elle aura 12 ans d'expérience d'organisation sur le terrain, la campagne contre l'agrobusiness Bolloré-Socfin en Afrique, en Asie, en Europe, la création de On est ensemble, dont j'espère que certaines personnes nous rejoindront à Douala et à bien d'autres mouvements. Olivier Roy, rejoint React en 2021 après des années d'ONG en Mauritanie. Il démarre la campagne de pesticides avec les études notamment sur Castel au cours de la pollution sociale et écologique de France-Afrique, de l'Empire. Il participe dans la campagne riveraine de la multinationale Verger du Sud à la demande de Voré Nature Environnement dans le Tarn, à Lavore, et en Alpes, aux provinces.
notamment à Castellet, ce village connu car privé par les vergers de l'eau potable. C'est-à-dire que c'était beaucoup dans la presse française pour cette raison, rien à voir. Au printemps, il passe organisateur côté syndical et assume la coordination de l'université d'automne du Global Labour Institute en novembre de cette année. Voilà pour les intervenants. Je vous invite donc de parler. Je pense que Héloïse, le propos est à toi initialement. Du coup, je vais laisser la parole à Olivier d'abord. Ouais, il me semble que c'est à moi. En tout cas, merci Kent pour cette introduction. Du coup, comme Kent l'a dit, moi je suis au React depuis à peu près 1 an et demi. Moi, j'ai rejoint le React parce que c'était assez unique dans le monde des ONG qu'une association porte un peu cette vision syndicale qui vient du monde ouvrier et qui m'est assez chère. Et je trouve que c'est intéressant que ce soir on aborde un peu la question de l'agro-industrie et de son impact sur les riverains, parce que c'est un sujet qui n'est pas assez médiatisé, qu'on ne connaît pas suffisamment. Et pourtant, c'est un sujet qui est assez fort dans le sens où c'est un vrai impact environnemental, sanitaire. Et moi, quand je suis arrivé au RIAC il y a 1 an et demi, j'étais déjà assez conscientisé sur la problématique des pesticides et de l'agro-industrie en général. Mais je dois avouer que c'est vraiment en travaillant sur ce sujet que j'ai pris l'ampleur du problème. Moi, j'ai effectué ma première mission dans le Tarn en octobre 21, donc c'est à côté de Toulouse. Et j'ai rencontré des riverains d'un verger industriel qui faisait à peu près 350 hectares. J'avais fait du porte-à-porte pour récolter un peu des informations et connaître le ressenti des riverains et savoir ce que ça faisait en fait d'habiter à côté d'un verger comme celui-ci. Je me souviens par exemple de Maeva. Elle m'avait montré des photos de son nourrisson qui avait seulement 6 mois et il y avait du charbon qui sortait de ses narines quand il éternuait. Parce qu'en fait, l'entreprise, elle exploite un verger industriel qui avait brûlé illégalement 200 tonnes de paille et de gasoil pour protéger l'exploitation d'un gel printanier. Tellement l'exploitation est grande, elle pouvait plus le protéger avec les méthodes normales de bouger à la stérine. Il y avait une rupture de stock à ce moment-là. Euh, L'entreprise qui a racheté ce verger, c'est une multinationale qui s'appelle les Vergers du Sud et qui est le leader français du marché de la pomme et du kiwi. Et en fait, cette multinationale, elle pratique toujours la même méthode en France, dans le sud-est et dans le sud-ouest. Elle rachète des petites exploitations et elle les agrandit en pratiquant ce qu'on appelle le phénomène d'accaparement des terres, qui n'est pas seulement limité à l'Afrique, mais qui a lieu aussi en France. Et à chaque fois, elle y pratique une agriculture intensive avec de la chimie, avec de la mécanisation, avec l'exploitation des travailleurs saisonniers. Je me rappelle aussi du témoignage poignant de Romain, qui habite vraiment juste à côté des vergers industriels. Et il me racontait qu'à son arrivée, quand il avait aménagé, le verger, il faisait à peu près 220 hectares et il cultivait du blé, de la poire, des cerises. Et en l'espace de 10 ans, lorsqu'il a été racheté par un entrepreneur, donc la multinationale des Vergers du Sud, le verger a pris 100 hectares. Il en fait 350 maintenant. Et la majorité, c'est de la monoculture de pommes et de kiwis. Et Romain, il me racontait vraiment l'odeur quotidienne, enfin, des pesticides, la sensation de peau brûlée, les enfants qui toussent, parfois même les enfants qui ont des malaises. Et au passage, je fais une petite parenthèse, c'est que on parle pas suffisamment, je pense, de la problématique des pesticides et des enfants. L'INSERM, qui est un institut national de la recherche scientifique, montrait en mars 2022 qu'il y avait eu un taux de mortalité infantile qui avait significativement augmenté en France et que les taux de cancer pédiatrique sont les plus élevés là où il y a, enfin pour les enfants, là où il y a des zones traitées aux pesticides. C'est le cas par exemple de Prégnac, qui est un village en Gironde de 2000 habitants, qui est encerclé de vignes traitées aux pesticides, où il y a 6 fois plus de cancers d'enfants que dans le reste de la France. Donc je ferme la parenthèse, mais ça me semblait important de le dire. Je me rappelle aussi que j'étais allé chez Wallis, qui habite en haut d'un ravin. Et en fait, les sols sont tellement ravagés par l'agriculture intensive que chaque année, il y a des parties toujours plus importantes des terres qui se détachent sous l'effet de l'érosion. Et elle me confiait que chaque nuit où il y a un orage, elle dormait pas l'œil de la nuit, elle n'arrivait pas à dormir parce qu'elle avait trop peur en fait de voir son habitation tomber dans le ravin. Et elle me disait qu'elle voulait déménager parce qu'elle avait peur pour ses enfants et pour son mari. Je me rappelle aussi moi-même quand j'étais dans les vergers, je voyais des tas de coccinelles qui jonchaient sur le sol, qui étaient en bas des vergers de pommiers.
juste parce que les pesticides, ça détruit la biodiversité, et insecticides, ça porte bien son nom, c'est que les pesticides tuent les insectes. Et en Europe, il y a plus de 80% des insectes qui ont disparu en seulement 30 ans, dus aux pesticides. Donc, tous les riverains que j'ai rencontrés dans le cadre de ma mission, ils étaient vraiment révoltés par cette situation. Et ils ont contacté le RIAX transnational en juin 2021, vraiment pour les aider à s'organiser. Donc, on a formé des leaders au porte-à-porte pour recruter plus de membres. Quand on a commencé à les accompagner, ils étaient à peu près une quarantaine de membres et aujourd'hui, ils sont à plus de 80. Donc, l'organisation a quand même doublé de taille. En novembre 2021, on a organisé une assemblée générale des riverains qui rassemblait une cinquantaine de personnes. Et ensemble, on a défini un peu une feuille de route et 4 revendications qui tenaient à cœur aux riverains. Donc, l'arrêt de l'extension des vergers, la mise en place d'anémomètres pour mesurer la vitesse du vent, la transparence sur les produits utilisés et la mise en place de jours et horaires de non-traitement, notamment les week-ends, les jours fériés ou les vacances, c'est-à-dire lorsque les enfants ne sont pas à l'école. Donc, il y a un processus de dialogue qui a été instauré entre les leaders des riverains, les élus locaux et la direction de l'entreprise pour négocier et changer les pratiques agricoles. Il y a eu 1, 2, 3, 4 réunions et en fait, l'entreprise déroulait sa communication et elle refusait de répondre positivement aux demandes des riverains. Donc, on est un peu passé à la vitesse supérieure et on a mis en place des actions directes non violentes. Et à chaque fois, on a remporté des victoires. La première, elle a eu lieu en octobre 21, où on était une cinquantaine de riverains à manifester devant la préfecture du Tarn à Albi. On a été reçus par la préfète et peu de temps après, la préfecture a envoyé un courrier au Verger du Sud pour leur signifier que brûler de la paille et du gasoil, ça contrevenait au règlement sanitaire départemental, donc ça dissuade l'entreprise d'avoir recours à de telles méthodes à l'avenir. Et la seconde fois, on était une cinquantaine à organiser une veillée funèbre lors d'une réunion justement qui réunit les élus locaux, l'entreprise et les riverains. Moi, je me rappelle de Sophie, elle était venue avec un masque à gaz, elle avait une combinaison comme si on était un peu à Tchernobyl. On avait tous des pancartes avec des noms de cancers comme Parkinson, lymphomopidien, pancréas. Et en fait, lorsque le directeur général de l'entreprise, il a vu tout ce monde, ben, il a décampé, il a refusé de participer à la réunion. Mais il y avait des médias locaux qui ont médiatisé l'action. Ça a fait quand même du bruit. Et quelques jours après, on nous annonçait que les mairies locales et le directeur général de l'entreprise finançaient la mise en place de 14 anémomètres interconnectés qui, du coup, permettent d'avoir une mesure indépendante du vent. Et ça, c'était une revendication, justement, qui était portée par les riverains lors de l'Assemblée générale. Et une victoire en amenant une autre, en mai 2022, il y a l'Office français de la biodiversité qui a porté plainte contre le directeur de l'entreprise, justement pour épandage illégal de pesticides, parce qu'il épandait à des vents supérieurs à 25 km/h, alors que la loi interdit d'épandre à des vents supérieurs à 19 km/h. Et le directeur général de l'entreprise a été placé en garde à vue. L'entreprise a également dû s'acquitter d'une amende de 5 000 euros parce qu'on a contacté les services de la DRAF, donc c'est Direction régionale de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt, qui a constaté des pratiques illicites sur toute l'année. On a également diffusé un film en mars 2022 qui s'appelle Agro-industrie quand la pomme nous empoisonne la vie. Il est sur YouTube, il a été visionné plus de 2000 fois et ça a vraiment permis de conscientiser à la population tarnaise vraiment l'impact environnemental et sanitaire de cette entreprise sur le territoire. Du coup, l'entreprise, elle prend peur et face à la pression citoyenne, elle a décidé de planter 1 kilomètre de haies pour protéger les habitations des pesticides. Ça aussi, ça répondait à une revendication des riverains. Et les élus locaux ont décidé de soutenir activement les riverains via des subventions en tout 2 000 euros. Et eux-mêmes, ils ont dit avoir pris conscience de l'impact sanitaire et environnemental de l'entreprise grâce au travail des riverains. Donc tout ça, ça montre que vraiment, en l'espace d'un an, suite à ce travail d'organisation, on a vraiment permis à la fois de conscientiser la population locale, à la fois de recruter des membres, mais aussi d'obtenir des victoires face à l'entreprise, alors qu'avant, les riverains disaient qu'ils n'y arrivaient pas. Je vais prendre la suite du coup. Voilà, moi, comme Kent l'a expliqué et comme certains d'entre vous le savent, j'ai passé pas mal de temps
organisé et accompagné différentes communautés dans différentes régions, notamment en Afrique subsaharienne. Notamment en 2010, ça a un peu commencé comme ça, interpellé par David Gangang, qui cherchait des alliés pour lutter contre les abus du groupe Bolloré au Cameroun. Lui, il venait de là-bas, il habitait en France et il témoignait à un procès contre des journalistes, comme c'est un peu maintenant la tradition pour le groupe Bolloré, quoi. Et donc, on s'est retrouvés sur place et a rencontré, par exemple, Florence du village Mabenanga, dans le sud du Cameroun, un peu au milieu des plantations, et qui décrit, elle, comment ses parents allaient pêcher à l'époque dans la rivière, la Lobé, et maintenant, il n'y a plus rien, ils ne trouvent plus de poissons, il n'y a plus de faune, plus de flore presque. Et elle dit, voilà, notamment, ils utilisent du glyphosate dans les plantations, donc on pense que ça est une des causes qui provoque ça. Ou Pierre Pfouma, au village Pongo Aviation, qui nous montrait à travers les grillages la station d'épuration qui en fait débordait parce qu'il y avait un dysfonctionnement et qui tombait directement dans la rivière, qui rejoignait plusieurs cours d'eau et donc plusieurs personnes utilisaient au quotidien. Il y a aussi la destruction de plusieurs... il y avait eu pas mal de destruction de forêts, alors qu'il y avait plusieurs communautés pygmées dans cette région et qui nous expliquaient qu'eux, ils utilisaient avant pas mal de ressources dans la forêt pour faire la cueillette ou autre, qui n'étaient plus disponibles aujourd'hui. Aussi, avec l'occupation des bas-fonds, en fait, plusieurs personnes, notamment Emmanuel, là, qui j'espère nous rejoindra, expliquaient à Dibombari qu'en fait, pour pouvoir planter toujours plus, l'entreprise occupait les bas-fonds, donc c'est des zones humides où il y a des écosystèmes très riches, et eux utilisaient ces espaces pour les cultures vivrières, et ça détruisait beaucoup moins ces écosystèmes-là, et là, c'était plus possible. Donc, au-delà de ça, il y a voilà, des problèmes qui étaient dénoncés d'accaparement de terres et de promesses non tenues en échange de ces occupations, de violations de droits, de répression. Mais on voit qu'il y a des intérêts écologiques forts qui étaient portés par les différentes personnes autour de ces plantations, donc de palmiers à huile et d'EVA. Donc avec Adrien, des militants camerounais comme Jacques, Marius, peut-être qui nous rejoindra plus tard, Joseph, on a organisé comme ça les riverains donc affectés par les plantations de Socfin Bolloré, donc porte à porte, village par village. Donc il y a 7 plantations au Cameroun de ce groupe-là, plusieurs milliers d'hectares, c'est près de 60 000 hectares, juste la Socapalm et la Safacam. Et donc voilà, quand on rencontrait au début les personnes, ils me disaient bah, moi, je suis qui, qu'est-ce que je peux faire? Un sentiment un peu d'impuissance quand on se sent isolé. Et puis, au fur et à mesure de petites réunions et puis de grandes assemblées, les gens se sont sentis un peu moins isolés. Et puis, assez vite, en fait, grâce justement à quelques dynamiques qui existaient déjà, notamment à Dibombari, avec Emmanuel, et sur une autre plantation en Bongo avec Essonga et Michel, ils ont réussi à organiser une action et à bloquer les plantations qui a pu rendre visible assez vite que des choses étaient possibles. Et en fait, en même temps, il y a eu assez vite des organisations d'action dans d'autres pays. Mais malgré justement un peu ces interpellations, rapidement, on s'est rendu compte que ça bloquait, que ce n'était pas possible de négocier à l'échelle internationale, qu'il y avait besoin de renforcer les luttes locales. Donc, il y a eu ce travail d'organisation locale qui s'est renforcé avec un syndicat de riverains qui s'est constitué au Cameroun avec des centaines de membres qui élisaient leurs délégués dans chaque village, avec une coordination et avec un bureau national qui coordonnait ces 7 plantations qui sont assez éloignées. Et donc, pour pouvoir faire face à ça, il a fallu maintenir en fait une pression constante. Donc, suite à cette organisation, des demandes ont été listées, donc village par village, avec des fois estampillées par les chefs de village, donc construit des revendications qui étaient transmises du coup aux directions de plantation, et à chaque fois qu'il y avait des blocages, d'organisation d'action locale. Donc par exemple, Marthe avec ses voisines à Lendi, parce que le chantier de l'entreprise en fait Socapalm avait complètement détruit une partie de la rivière et donc avait complètement pollué l'eau, qui se retrouvait inutilisable et toute boueuse. Elles se sont organisées, donc pas très nombreuses au début, mais elle a réussi à convaincre ses voisines, et donc il y avait quasiment que des femmes, avec leurs enfants dans le dos pour certaines, des bidons d'eau polluée pour montrer l'impact. Et elles se sont retrouvées à chanter devant la direction de la Socapalm Kenke pour dénoncer justement cette pollution de l'eau. Derrière, elles ont pu obtenir la construction
la reconstruction, la réparation du forage du village et en attendant ces travaux, la livraison de citernes d'eau. Il y a eu d'autres actions comme ça sur la plantation de bambou, par exemple, pour des infrastructures sociales et aussi par rapport à l'accès à l'eau, avec des femmes qui marchaient avec des lampes tempêtes sur la tête, des bouteilles d'eau aussi polluées pour montrer un peu les difficultés qu'il y a à ce niveau-là. Donc là-dessus, voilà, petit à petit, d'avoir des mobilisations, des actions. Au début, il y avait peu de personnes. Et puis, en voyant comment ça se passait, que notamment, il n'y avait pas de répression, malgré ces mobilisations régulières. Aucune personne en 5 ans a été arrêtée, alors qu'il y a eu beaucoup d'actions régulièrement qui ont été organisées. Et puis, voilà, ils voyaient un petit peu les stratégies, se dire, on met d'abord les femmes et puis les anciens, les anciennes en première ligne. Ça protège, ça permet effectivement de limiter ou d'avoir un autre rapport avec la police si jamais elle vient. Donc après, cette organisation un peu locale forte qui a pu être mise sur place, il a fallu rechanger d'échelle un peu et remonter à l'échelle du groupe parce que le groupe Socfin, en fait, c'est des plantations dans 10 pays, en Afrique et en Asie, 400 000 hectares de plantations, et donc c'est près de 100 000 personnes qui sont concernés, en fait, qui sont impactés par les activités de cette monoculture, qui habitent dans les villages, soit autour, soit sur les plantations. Donc voilà, il s'agissait de multiplier ces luttes locales et de les coordonner pour avoir une pression à l'échelle du groupe. Donc, en parallèle de cette organisation au Cameroun, il y a des organisations de riverains qui se sont construites au Cambodge, au Libéria, en Sierra Leone, en Côte d'Ivoire, avec des problèmes similaires sur de déforestation, destruction de sites sacrés, de produits qui polluent l'eau, avec des produits très toxiques utilisés pour traiter le caoutchouc, par exemple. Et aussi, voilà, beaucoup de promesses non tenues qui provoquaient la colère. Donc, il y a eu toute une multiplication d'actions simultanées en plus dans les différents pays, en s'inspirant du mouvement international ouvrier, dire voilà, il faut s'organiser à cette échelle-là. Et je ne rentre pas trop dans les détails parce que voilà, on pourrait en parler pendant des heures, mais cette organisation à l'échelle transnationale et la construction aussi de coalitions, voilà, avec certains d'entre vous qui sont présents à cette conférence, ça a permis d'une part de lutter contre la répression. Par exemple, Chiaka Sama était un des porte-parole de l'association Maloa de riverains en Sierra Leone. S'est retrouvé avec 10 autres personnes emprisonnées sous prétexte, soi-disant qu'il aurait coupé, détruit des pieds de palmier. Et donc, grâce à la mobilisation et des organisations dans les autres pays et d'ONG en France, en Europe, aux États-Unis, ça a permis de rendre visible vraiment les abus qui se passaient, la répression. Aussi, par solidarité, de collecter des fonds pour pouvoir payer les frais de justice. Et avec la médiatisation qu'il y a eu, au moment du procès, les juges, en fait, avaient une grosse pression et n'ont pas pu, des fois, voilà, subir un peu la corruption comme ça peut arriver. Et donc, ils ont été libérés. Pareil, au Libéria, Daniel, avec 6 autres personnes, avait été menacé d'être arrêté suite à avoir organisé une réunion en préparation justement d'une mobilisation. Dans les différents pays, ils se sont mobilisés, chaque organisation de riverains, donc avec Emmanuel au Cameroun, Net au Cambodge, Chiaka Sama justement en Sierra Leone, avec des pancartes et des organisations, des mobilisations de masse pour dire protéger les Sètes de Salala. Et grâce à ça, les plaintes ont été arrêtées et ils ont plus été inquiétés. Donc, au-delà de ça, du coup, donc on voit que c'est aussi cette visibilité médiatique qui aide par rapport à la répression, mais beaucoup plus largement, voilà, il y a vraiment une couverture médiatique très forte grâce à cette organisation à l'échelle internationale. Et on le voit depuis, dès que le groupe Bolloré a été un peu plus mis sur la scène médiatique, notamment quand il a repris certains médias, derrière, tout de suite, ont été dénoncés, ont régulièrement été mis à la page les abus et les conflits autour de ces plantations de palmiers à huile et d'EVA. Et on l'a vu encore récemment sur le plateau de Hanouna, lorsque un député de la France Insoumise parle du groupe Bolloré, notamment de ce qui se passe
au Cameroun avec les paysans camerounais qui ont porté plainte contre lui par rapport aux abus en termes d'accaparement de terre. Donc, cette visibilité médiatique a été notamment permise par cette coalition, cette organisation à l'échelle internationale. Et également, ça a permis de pouvoir aller plus loin, de passer d'échelle et d'activer plusieurs leviers de pression. Donc, on voit notamment ce levier juridique avec plusieurs procès en cours, que ce soit des paysans camerounais ou de plusieurs ONG avec Sherpa, le REACT et la Sinaparcam au Cameroun, par exemple, ou l'interpellation de clients qui est en cours pour, par exemple, Michelin, Continental, Nestlé, et qui commence à porter ses fruits. On voit qu'il peut y avoir des réactions et des leviers à activer de ce côté-là, quoi. Et une interpellation assez régulière qui a été faite, vous avez sans doute vu des mobilisations ou participé vous-même à des actions au moment des assemblées générales en Belgique, au Luxembourg ou à Paris. Il y a eu aussi toute une série d'interpellations de financiers avec notamment la banque ING aux Pays-Bas. Donc des victoires concrètes ont pu être permises par ces différentes mobilisations avec des compensations pour 133 familles de paysans, par exemple, au Libéria, près de plus de 50 000 $ de compensation par rapport aux cultures qui avaient été détruites, la construction, réparation donc, de multiples forages, pas seulement au Cameroun, comme je décrivais, mais aussi au Cambodge, au Libéria, la construction d'infrastructures sociales, donc avec des terrains pour les marchés, l'extension de lignes électriques, comme au Cameroun à Mbambu et Dikola, ou la construction de centres de santé et d'écoles. Et on a aussi eu la reconnaissance, par exemple, de 142 hectares de forêts sacrées, donc qui sont maintenant protégées au Cambodge. Donc voilà, par rapport à ce que racontait Olivier, on voit qu'on est nombreux à subir un modèle d'agro-industrie mortifère qui exploite le vivant, que ce soit la biodiversité, la faune, la flore et les humains. Au Cameroun, par exemple, 7 principales entreprises d'agro-industrie qui sont des monocultures de palmiers à huile, de bananes, de d'EVA ou de canne à sucre, par exemple. Elles exploitent 400 000 hectares sur 1,3 million d'hectares cultivés au Cameroun. Donc, c'est une part énorme de ce qui est de l'agriculture qui est en fait détenue par quelques grosses agro-industries. En France, il y a plus de 22 millions de personnes qui habitent dans les territoires ruraux. Et voilà, vous pourrez consulter, si vous ne l'avez jamais vu, la carte Adonis d'utilisation de fréquence des pesticides. Et on voit qu'il y a une grande partie quand même de territoire avec un très fort taux d'utilisation des pesticides et où donc tous les riverains qui occupent ces territoires sont impactés d'une manière ou d'une autre. On voit qu'il y a une pollution croissante aussi de l'eau par les pesticides. Ken citait le village du Castelet, qui depuis le mois de juin dernier a plus d'eau. Et donc, effectivement, une enquête récente montrait que 12 millions de personnes ont été concernées en 2021 par des dépassements de seuil de qualité pour les pesticides et leurs métabolites dans l'eau. Au niveau mondial, c'est près de 50% de la population qui vit en zone rurale. C'est 385 millions d'intoxications dues aux pesticides chaque année dans le monde. Mais donc, toutes ces personnes qui sont en première ligne en fait, de cette agriculture toxique, c'est autant de personnes qui ont un intérêt à se mobiliser contre ce modèle d'agriculture, qui ont donc des intérêts qui coïncident avec l'intérêt écologique. Et donc, c'est en multipliant les luttes locales, en construisant ce qu'on appelle ces éco-syndicats, où donc c'est les membres qui vont défendre leurs intérêts, et ces intérêts coïncident donc avec ceux de la biodiversité, des écosystèmes. Et donc, c'est comme ça, progressivement, qu'on cherche à construire un pouvoir citoyen à même de porter la révolution écologique nécessaire face à cette crise écologique. Donc, en mettant la pression non seulement sur des acteurs polluants clés, et aussi sur les pouvoirs publics, grâce à l'articulation de ces différentes échelles. Donc, on voyait à l'échelle locale, où on va chercher des victoires concrètes comme celles qu'Olivier listait, ou celles qu'ils ont pu obtenir, par exemple, au Cameroun, mais aussi à l'échelle nationale pour essayer de faire changer la réglementation, avec, par exemple, l'interdiction de produits qui sont classés cancérigènes, le renforcement de périmètres de protection des riverains ou des sources d'eau autour de ces agricultures, des moyens donnés pour des études d'impact sur la santé ou autres, et aussi à l'échelle régionale. On voit que l'Europe, avec la politique agricole commune, a beaucoup à jouer
et qui aujourd'hui, par exemple, encourage très peu le bio. Il y a d'autres choses qui pourraient être revendiquées là-dessus. Les interdictions des pesticides de synthèse, l'interdiction de l'exportation des pesticides, parce qu'aujourd'hui, des pesticides sont interdits en Europe, mais les entreprises les exportent et les utilisent largement dans d'autres pays, notamment en Afrique et au Cameroun, on le voit. Adonis pourra peut-être témoigner s'il arrive, s'il nous rejoint. Et également, donc on l'a vu, à l'échelle internationale, ces multinationales sont des acteurs autour desquels on peut s'organiser dans différents pays pour multiplier la pression et pousser à des changements de pratiques de ces acteurs clés. Donc voilà ce qui illustre un peu notre approche pour un mouvement éco-syndical international. Je vais m'arrêter là pour qu'on puisse avoir le temps de discuter un petit peu et de voir en fonction des questions et de ce qui vous intéresse le plus de creuser. Merci beaucoup, Hello. C'est vraiment fascinant, les récits. La question qu'on pose maintenant, c'est quelles sont les suggestions, comment faire et comment peut-on chacun faire? Peut-être la première chose à faire, c'est de solliciter de vous autres qui sont là des questions, des remarques, des suggestions. C'est le moment de rentrer en dialogue, discussion avec Hello, avec Olivier. Si vous avez des questions, levez votre main sur l'écran ou physiquement, levez la main. Je vois la plupart d'entre vous. On va attendre un peu que les gens arrivent. Tu peux répéter la question? Je pense que maintenant, c'est le moment pour vous de poser des questions, de parler, de suggérer des choses, de discuter avec nos intervenants. Claudette, René, Sibali, Marielle vient de nous rejoindre. Sibali, tu lèves la main? Je n'ai pas vu. Vas-y, dis-moi. Oui. Alors, oui, je lève la main. Alors, qu'est-ce que je dois faire? D'accord. Alors, j'ai écouté Loïse. Bon, j'ai vu qu'elle a cité plusieurs fois la Côte d'Ivoire et j'aimerais poser des questions. En fait, en 2019, je suis allé à l'université de Gli qui était organisée en France. Et puis après, quand je suis revenu à Abidjan, en relation avec Loïse, j'ai pris contact avec une de 3 personnes qui avaient été formées en Côte d'Ivoire. C'était des étudiants qui étaient en sociologie. Et ayant discuté finalement avec cette personne, il m'a dit, écoutez, nous avions été formés, mais finalement, le groupe s'est désintégré. Il y en a un qui est parti aux États-Unis et lui, il était encore à Abidjan. Il y a une deuxième personne qui était là, mais je vois que ça ne fonctionnait pas. Et je ne sais pas si, entre-temps, l'association a repris, mais avec les informations que j'ai eues à Abidjan, bon, je n'ai pas pu aller plus loin parce que j'ai eu l'impression que l'association ne fonctionnait pas. Sybille, est-ce que tu avais une personne à laquelle tu voulais poser les questions? Est-ce que c'est pour Hello? C'est pour… Oui, c'est pour Hello. Ça donne une occasion à Hello de parler du rôle aussi de organizer. Pourquoi oui, c'est ça, d'organisateur. C'est important. Exactement, effectivement, au centre un peu des méthodes et qu'on a découvert, nous, un peu plus tard, vers 2015-2016, donc qui nous ont nourris justement au moment de renforcer certaines organisations locales. Il y a un rôle un peu clé d'organisateur pour construire, un peu d'architecte de construction de ces syndicats tout-terrain. Et donc, toi, tu avais rencontré Géraud, je pense. C'est ça, il y avait oui. toute une petite équipe de militants bénévoles donc, qui étaient à l'université et qui allaient sur le terrain régulièrement pour essayer d'accompagner les riverains, justement, à les recruter dans différents villages, appuyer l'organisation de réunions, appuyer l'organisation d'actions. Également, faire le lien avec des médias pour s'assurer qu'il y ait des médias qui couvrent ou qu'on soit nos propres médias en prenant des photos, etc. Et donc là, ça décrit assez bien
ce qui s'est passé, c'est notre manque de moyens, notamment, parce que voilà, ils étaient bénévoles, ils étaient un peu loin, à Abidjan, à plusieurs heures des plantations. Et donc, à un moment donné, avec aussi les difficultés de répression assez fortes Oui, de répression surtout. de la part de l'entreprise, en fait, qui mettait la pression sur la préfecture pour ne pas légaliser l'association, etc. Et donc, voilà, par faute de moyens, donc d'avoir des organisateurs qui puissent être plus présents sur le terrain, ça a été un peu mis en suspens. Mais il y a plusieurs de ces personnes, des leaders là, des assos de riverains, qui sont encore actifs aujourd'hui, ils essaient de s'organiser. Et là, il y a une nouvelle association aussi, d'aider, qui essaye d'appuyer. Donc, récemment, il y a eu un peu de démobilisation pour dénoncer tout le processus de certification RSPO, donc de la huile de palme soutenable. Donc, parce que l'entreprise, la SOGB, a été certifiée, alors que beaucoup de choses étaient contestées, notamment d'occupation des terres et de non-respect d'engagements qui avaient été pris par le passé. Peut-être une autre question? D'autres remarques? De Sibali ou de Claudette, peut-être? René, je sais que ton organisation a bossé beaucoup sur la campagne à Bolloré. Oui. Oui, bonjour. Je suis là. Oui, merci pour tout ça et je voulais poser 2 questions. Je pense que c'est très intéressant de comparer la situation en France, l'expérience que vous avez fait en France et l'expérience en Afrique. Et j'avais 2 questions en tête. D'une part, quand vous organisez les riverains et les communautés sur place, comment est-ce que vous faites quand il y a des différences de point de vue vis-à-vis de la stratégie à mener? Surtout, Louise, tu as parlé de changement des pratiques de l'entreprise. Et parfois, il y a des gens qui veulent changer les pratiques de l'entreprise et parfois, il y a des gens qui veulent que l'entreprise se dégage. Donc, comment est-ce que vous faites par rapport à ça? Et puis, deuxièmement, en ce moment, comment est-ce que, autant en France qu'en Afrique, quels sont les défis les plus importants ou les menaces les plus importantes qui pèsent sur vous de la part des entreprises? Enfin, en termes d'action ou menaces qu'ils font. Merci. Ben, je peux commencer à répondre. Après, je passerai la main à Olivier sur le côté menace. C'est très bien. Sur les différents points de vue, l'approche notamment du community organizing, c'est d'arriver à mettre en lien les personnes qui sont en colère, identifier les différentes revendications. Donc, il y a tout un travail de se forcer à lister de manière assez exhaustive tout ce qu'on voudrait obtenir. Et après, justement, un travail de prioriser pour voir notamment qu'est-ce qui est accessible plus facilement et qui pourra, parce que si on obtient des victoires, on sera capable aussi d'aller mobiliser plus de monde, d'être plus nombreux, donc d'être plus fort et donc de pouvoir obtenir aussi d'autres choses. Et souvent, les différences de point de vue que tu décris, c'est beaucoup des différences de calendrier et d'échelle, en fait. Et quelque part, les gens vont au plus pressé, au plus urgent. Ils veulent que les conditions s'améliorent au quotidien le plus rapidement possible. Et puis après, justement, à plus long terme, là, une fois qu'on a pu obtenir ça et qu'on peut améliorer un peu des éléments très concrets du quotidien, on peut commencer à penser qu'est-ce qu'on peut changer. On peut se rendre compte déjà aussi du pouvoir qu'on a et puis d'aller plus loin là-dessus. Et globalement, moi, j'ai l'impression que c'est rarement apparu comme des tensions au sein des assemblées de riverains ou ou différentes réunions stratégiques, parce que c'est plus une question d'échelle et de voir qu'est-ce qu'on peut demander à quel moment. Et effectivement, ça aide aussi de pouvoir avoir la vision de long terme, être ambitieux. Il y a certaines personnes qui sinon se disent mais à quoi bon, on va changer ça, mais en fait, c'est par rapport à l'ampleur du problème. Donc, c'est important justement de pouvoir voir le long terme et l'ambition de long terme, et puis de voir le chemin pour y arriver, quelles sont les différentes étapes qui nous permettront d'obtenir, que ce soit par exemple, là moi je vois autour des riverains de pommiers dans les Alpes de Haute-Provence, il y a beaucoup de pommes, la commune est en rouge sur la carte Adonis, donc de pollution, d'utilisation de pesticides.
ceux qui sont très très proches des vergers demandent d'abord des choses assez concrètes d'être prévenus. Déjà, quand il va y avoir des épandages, d'éviter les week-ends et les mercredis parce qu'il y a les enfants dehors. Et après, justement, une fois que peut-être ça sera obtenu, comme il y en a d'autres qui ont envie de territoire zéro pesticide, on ne veut plus qu'il y ait de pesticides du tout utilisés dans cette vallée. On veut pouvoir... donc voilà, c'est plutôt différentes échelles. Olivier, en termes de menaces? Ouais, en termes de menaces, nous, on est face à un cas concret, puisque je parlais du fait qu'on avait produit un film et qu'on l'avait diffusé notamment à plus de 200 riverains. C'était dans le cadre de la semaine fin mars des alternatives aux pesticides. Et le film raconte pendant 1 an, du coup, la lutte des riverains du Tarn contre la multinationale, sous différents aspects. Ça peut être l'accaparement des terres, ça peut être l'érosion des sols, l'agriculture chimique. Et l'entreprise n'a pas aimé, clairement, puisque c'est une atteinte directe à son image, et on sait à quel point les entreprises font toujours attention à avoir une bonne image. D'ailleurs, c'est un fait un peu anodin, mais juste après la diffusion du film, ils ont engagé une chargée de communication pour un peu redorer leur image, et sur les réseaux sociaux, maintenant, on les voit de plus en plus publier des nouvelles photos comme si tout allait bien. En tout cas, suite à la diffusion de ce film, ils ont attaqué la productrice en procès, qui est une militante du Tarn. Et pour y faire face, en solidarité, l'Oriac Transnational, avec une association locale qui s'appelle l'Union pour la protection de la nature et l'environnement du Tarn, avec la Confédération paysanne, France Nature Environnement, on s'est porté coproducteur du film, et ce qui fait que l'entreprise nous a assigné en justice. Le principal argument qu'ils utilisent, c'est le dénigrement de produits. Et ça, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup parce qu'on n'est pas les seuls. Ça a déjà été le cas, par exemple, Génération Future avait... Génération Future, c'est une association en France qui est spécialisée sur la question des pesticides et l'agriculture chimique. Ils avaient déjà fait une étude pour montrer que des raisins avaient des résidus de pesticides très élevés. Ils avaient été attaqués en procès par une entreprise également pour dénigrement, et Génération Future avait gagné le procès. Mais de mémoire, je pense que c'était en 2012. Depuis, la loi a changé, et la loi sur le dénigrement est beaucoup plus en faveur des entreprises et de moins en moins pour les lanceurs d'alerte. Nous, on est défendu par un avocat qui s'appelle Vincent Filola, avec lequel le RIAC avait déjà collaboré avec lui dans le cadre du procès contre Bolloré, où là, c'était en diffamation. Et l'avocat est assez confiant sur nos chances de victoire. Mais on voit bien qu'effectivement, du coup, les entreprises n'hésitent pas à aller sur le terrain de la justice pour mettre la pression. Et d'une certaine manière, ça peut avoir un certain effet psychologique. On a eu la productrice, par exemple, qui a été reçue par les gendarmes. C'est jamais un moment très agréable. Après, c'est aussi un moyen de médiatiser le procès, de montrer un peu justement ce côté un peu David contre Goliath, et du fait que il y a des riverains. Je reviens pas sur mon intervention, mais j'ai déjà expliqué en long et en large à quel point est-ce que du coup c'est un désastre environnemental, sanitaire, social. Et malgré tout, leur seul tort, enfin entre guillemets, c'est de faire un film pour dénoncer ça. Et l'entreprise les attaque en justice. Donc c'est aussi une occasion de remobiliser les troupes, de conscientiser les gens. Et à chaque fois, là, ce film-là, nous, ça ne nous empêche pas de le diffuser. Là, il va y avoir une projection à Paris. Dans le Tarn, il a été projeté une dizaine de fois dans des collèges, etc. Et à chaque fois, c'est aussi un moyen de dire l'entreprise nous attaque en justice, donc ça crée un effet de solidarité envers nous. Et après, le problème de la justice, c'est que ça prend beaucoup de temps, surtout dans des procès comme ça qui sont en civil. Donc, c'est pas des procès où il y a une plaidoirie où on peut assister, c'est plutôt des échanges d'écriture, quoi. Et voilà. Mais je pense que le résultat sera plutôt en 2024. En tout cas, c'est ce que nous ont dit l'avocat. Aussi, nous, on fait partie d'une coalition qui s'appelle On ne se taira pas,
qui est porté par l'association Sherpa, qui est spécialisée sur les questions juridiques, avec laquelle on a déjà collaboré, pareil, sur le procès Bolloré. Et justement, c'est pour mutualiser un peu nos ressources, parce que de plus en plus d'ONG, de journalistes, voire même de chercheurs sont attaqués en justice par des multinationales pour dénoncer un peu leur activité industrielle. Et la question, c'est vraiment de comment est-ce qu'on peut s'entraider, comment est-ce que du coup on peut mutualiser nos méthodes et lorsqu'il y a de nouveau un procès, y faire face et dénoncer en fait ce qu'on appelle des procès bâillons. C'est des procès pour nous faire taire et en fait ça marche pas puisqu'on continue à dénoncer leurs pratiques. Très intéressant. Très intéressant. C'est une très bonne question, René. Merci pour les deux. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Je ne vous vois plus parce que je bouge les choses. Oh no. Non, on va trouver. Voilà. Je suis coupé. I don't know where you put that. There it is. Okay. Sorry about that. How do you do that? On I'm n'a a- pas de question en tout cas. such a computer duffer. If someone raised their hand, I didn't see you. Et si quelqu'un a levé sa main, je l'ai rien vu. Il a fait un truc que j'ai jamais vu. Non, ben, c'est incroyable. Je suis de la Personne ne lève la main a priori, c'est bon. Voilà. Mais moi, j'aurais une à ajouter à celle de René, qui est la même question sur la répression, mais dans les pays plus autoritaires. Si vous avez une expérience, Héloïse, plusieurs de vous, dites un peu une chose qui m'a toujours fait respecter beaucoup le travail qu'on a fait au Cameroun, c'est le fait du petit nombre de personnes qui ont été poursuivies et en fait, très peu de personnes, à ma connaissance, blessées, emprisonnées. Un remarquable travail d'organisation qui a accompli les choses tout en évitant de dépasser cette ligne, à mon avis, invisible dans laquelle on déclenche la répression des corrompus, des personnes au pouvoir. Et je trouve que c'est une contribution importante de l'expertise des organizers de pouvoir sentir cette ligne et faire en sorte que l'on réussisse et non pas qu'on se punit quand on se mobilise. Je ne sais pas, quelqu'un peut-être a une remarque à faire par rapport à ça. Comment savoir l'organiser sur le terrain? J'ai l'impression que ça dépend quand même un peu du contexte, effectivement. Par exemple, au Cameroun, on a eu l'expérience en zone rurale et en zone urbaine. Et quelque part, en zone rurale, il y a moins de répression parce que le pouvoir cible plus quand même est plus vigilant par rapport au soulèvement qui pourrait se passer en ville, mais d'autre part, les personnes sont aussi plus isolées. Donc j'ai l'impression que ce qui a fait la différence, notamment au Cameroun, et par rapport à la répression qu'il y a eu au Libéria à peu près, sur le moment où il y avait un peu cette organisation-là, c'est qu'il y avait une organisation plus solide et notamment plus de visibilité, plus de liens avec les organisations des différentes ONG à Douala ou même du coup à l'échelle internationale aussi, parce qu'Emmanuel Lelong, le président de la SNEAPARCAM, avait pu venir régulièrement plusieurs fois en Europe pour présenter un petit peu la situation, avait pu être interviewé par des journalistes. Et donc, il y a, je pense aussi, quand même une visibilité médiatique qu'a protégée et puis un réseau un peu plus solide. Et par rapport à ce qui s'est passé au Libéria, où je pense que c'était localement plus fragile, mais justement, comme il y a eu finalement une solidarité internationale et avec cette médiatisation à cette échelle-là, qui a permis de pouvoir aider. Et après, la clé reste la progression justement de l'interpellation et de toujours s'assurer que chaque action soit légitime pour les gens qui la font. Se dire, bah oui, on a déjà envoyé des courriers, on a déjà fait ci, on a déjà fait ça, on a les preuves de ça, on n'a jamais eu de réaction, on a les preuves aussi des impacts en fait qu'on subit, de ce qu'on vit, etc. Et donc, vous nous laissez face au mur et donc on n'a pas le choix. Et donc, d'aller vraiment d'être progressif dans la mobilisation et dans l'action pour toujours qu'elle paraisse légitime, qu'elle soit ressentie comme légitime par ceux qui la portent. Et puis, ça, là, c'est plus après l'expérience qu'on a pu avoir avec Marius, notamment
et tous les membres de On est ensemble à Douala, sortir du champ habituel d'action, d'arriver à faire des actions originales, et donc pas des manifestations, pas des marches, pas des sit-ins, mais d'avoir des personnes qui amènent des bidons d'eau et qui bloquent en fait l'entrée de l'accès de l'entreprise de service d'eau en faisant une espèce de queue ou un die-in avec quelques personnes allongées au sol et un câble électrique simulé, ou une danse en mode flash mob qui bloque avec de la musique et qui bloque l'entrée d'une entreprise, et ben ça permet de sortir un peu de ce que le pouvoir en place très répressif peut identifier comme menace, comme contre-pouvoir. Et donc, ça a permis d'avoir aucune répression à ce niveau-là également, quoi. Claudette, je vois que vous avez les mains levées, dites. Oui, alors c'est pas moi, c'est Stéphane qui a une question. Bonjour. Bonsoir. On est arrivé un peu en retard, donc on a raté le début de votre discussion. Je voulais savoir si, par rapport à ce qui se passe en France sur le plan de la politique agricole, si REACT International s'est intéressé au sujet des méga-bassines et donc de l'accaparement de l'eau. Je ne sais pas si vous avez parlé des histoires d'accaparement de l'eau ailleurs, et notamment en Afrique. Mais en tout cas, en France, c'est un des grands sujets quand même du moment. Et je voulais savoir si REACT International s'est intéressé à ça et si éventuellement vous êtes en lien avec les deux grosses associations qui sont sur le dossier des méga-bassines, c'est-à-dire Bassines Non Merci et les soulèvements de la terre. Voilà, c'était ma première question. Et puis, j'aurai autre chose à dire après. Olivier, Ok. si tu veux. Ouais, je peux répondre. Non, on n'est pas sur la thématique des méga-bassines. Nous, on est plutôt axé pesticides. En tout cas, si on va faire une campagne nationale contre les pesticides, mais pas sur la thématique des méga-bassines. Après, c'est sûr que c'est une problématique qui est clairement liée à l'agro-industrie, et nous, on se bat contre l'agro-industrie. Moi, je viens du Lot-et-Garonne, et dans le Lot-et-Garonne, j'ai effectivement vu aussi à quel point est-ce que l'agro-industrie peut faire de la rétention d'eau et à quel point ça peut assécher tout un département. Donc, c'est un vrai sujet. Il y a vraiment une guerre de l'eau qui se fait en ce moment en France avec l'agro-industrie. Mais nous, on est les personnes qu'on souhaite organiser, c'est plutôt des riverains qui subissent une agriculture chimique, donc qui va plutôt être liée aux pesticides. Et après, on a des contacts effectivement au soulèvement de la terre, mais pas, en tout cas moi personnellement, j'ai pas sur les militants des anti-vaccines. Là, pareil, on revient aux mêmes problématiques de moyens. On aimerait pouvoir aller sur toutes ces luttes qui sont liées, et notamment voilà, qui touchent des personnes et qui touchent la biodiversité et qui ont un impact énorme. Mais on peut pas, on a de la peine, on est quand même une petite équipe à aller sur un peu toutes ces questions. Donc, c'est pour ça que l'idée, c'est d'arriver à d'abord plutôt se renforcer sur la thématique sur lesquelles on est déjà, donc là plutôt les riverains de l'agriculture polluante, avec voilà, beaucoup de revendications qui seront portées par rapport aux questions de pesticides, et puis dès qu'on est plus nombreux, de pouvoir aller effectivement sur d'autres questions. Pareil, je sais qu'en Bretagne, moi j'aimerais beaucoup pouvoir, je voyais régulièrement des luttes ou des gens qui dénonçaient ce qui se passe avec les exploitations porcines et la pollution des rivières et les algues vertes, c'est juste terrible. Et donc voilà, à voir, c'est toute la question à quel moment on arrive à avoir assez de moyens, être assez nombreux. Mais par rapport à ça, nous, c'était aussi le but de cette conférence, c'est de voir chacune, si vous entendez parler de lutte locale, voilà, à part la veille médiatique ou du bouche à oreille, nous, c'est toujours utile de nous faire remonter ça, ou si vous avez des contacts, voilà, ça crée ce réseau en fait de militants qui se battent dans le même sens, et à un moment donné de voir comment on peut se renforcer les uns les autres et aller sur d'autres dimensions, quoi. Si je peux ajouter à la remarque de Hello, on a une offre de formation pour l'organisation des gens locales sur ces questions. Et à mon avis, peut être intéressant pour les gens qui
qui sont mobilisés sur d'autres questions, celles qui sont au centre. Et c'est écrit, on peut fournir des informations, même inviter des gens à des formations dans la bonne situation. J'ajoute ça, je crois que c'est important. Ce sont les méthodes qui se transmettent, que l'on apprend. C'est pas naturel. Et sur le mouvement des méga-bassines, il y a quelque chose de très riche et très intéressant, avec notamment tout ce qui est de mobilisation et d'action directe non violente, même si on traite les militants d'éco-terroristes et on voit la répression qu'il y a autour. Je crois qu'il y avait une autre question. Je n'ai pas capté ton nom, excuse-moi. Stéphane. Stéphane. En fait, non, je n'avais pas une autre question. J'avais ce que je voulais apporter comme petit témoignage de notre côté, là, dans le Finistère Sud, et donc de l'association dans laquelle on est avec Claudette. C'est que le sujet des méga-bassines, on s'est dit qu'il fallait qu'on les soutienne, parce que ça nous paraît être une lutte à l'échelle nationale vraiment importante. Et comme l'a été avant le mouvement des coquelicots il y a quelques années, on a essayé de le faire vivre, nous, localement. Donc, on s'est dit qu'on allait essayer localement de soutenir l'engagement contre les méga-bassines, parce qu'on se dit que ça peut nous arriver en Bretagne un jour ou l'autre, même si, soi-disant, il pleut plus en Bretagne. Il faut rester vigilant par rapport à l'accaparement de l'eau. Et en fait, donc ça, c'est des luttes à grande échelle qu'on essaye de soutenir, nous, localement, comme on peut. Et puis d'aller aussi participer aux rassemblements nationaux quand ils sont appelés. Le prochain, c'est le 25 mars. Il faut le savoir. Tout le monde doit y aller dans la mesure du possible. Et puis sinon, localement, on réfléchit à ce qu'on peut faire localement. Et actuellement, on est en train, au sein de notre association, là, de réfléchir à un groupe d'action qui va essayer plus d'aller sur le champ de la démocratie participative locale, et donc d'aller rencontrer nos élus locaux pour leur dire qu'on veut s'emparer. Toutes les problématiques environnementales nous intéressent et qu'on veut pouvoir en discuter concrètement et sérieusement avec eux. Et donc, il y a des mairies qui sont tout à fait ouvertes à la discussion là-dessus, d'autres, évidemment, qui ne le sont pas. Et notre idée, c'est vraiment d'aller au contact des élus pour leur dire maintenant, il faut qu'on discute sérieusement des problématiques de notre territoire, et parce qu'on est tous, on habite tous dessus, on est tous des voisins, et donc il faut qu'on fasse avancer les choses dans le bon sens. Et moi, il y a une chose qui m'intéresse depuis quelques années, et j'espère qu'on va y arriver à faire ce genre de choses, c'est que nous, près de chez nous, il y a une catastrophe écologique liée à la culture des bulbes à fleurs, des bulbes de tulipes, des bulbes de fleurs, près de la pointe de la Torche. Et donc, c'est une catastrophe écologique que tout le monde connaît depuis des décennies. Et en fait, il y a un blocage complet entre les gens qui soutiennent ça et le monde, on va dire, écologiste. Et plus personne ne se parle et plus personne ne se fait confiance dans ce domaine. Et quand des exploitants agricoles, pas des paysans, mais quand des agriculteurs disent qu'ils essayent d'avancer vers des démarches plus vertueuses, les associations écologistes ne les croient plus du tout, en fait. Et dans le cadre de la démocratie participative, on aimerait bien arriver à dire à nos élus, mettez les gens autour de la table, pour que les gens qui se disent animés de bonnes intentions puissent expliquer leur projet, et qu'il y ait un échange véritable. Il faut renouer le dialogue, en fait. Et sur ce genre de sujet, le dialogue, il n'existe plus depuis longtemps, quoi. Donc moi, j'espère qu'on va arriver à faire ce genre de choses, arriver à remettre les gens autour de la table pour qu'il y ait une discussion qui puisse avancer. Et pour aller, bien sûr, vers vraiment du changement dans les années à venir. Mais si les gens ne se reparlent pas, ce n'est pas possible d'avancer. Hello, tu as ta main levée, puis on va… Oui, tu parles de démocratie participative, et effectivement, c'est vraiment cette logique de construire un pouvoir citoyen pour pouvoir aussi pousser les pouvoirs publics à défendre un petit peu plus les intérêts des citoyens qui s'organisent que les intérêts des gros industriels qui sont présents, par exemple, sur un territoire. Là-dessus, il y a l'Institut Alinsky qui essaie justement, donc avec des chercheurs, de réfléchir à comment
pousser plus sur cette démocratie d'interpellation, développer ça, et notamment avec des expériences, avec des centres sociaux, avec des mairies, etc. Donc, si jamais voilà, ça peut vous inspirer, on pourra échanger par la suite là-dessus. Et après, typiquement, sur ce que tu décris de culture des bulbes à fleurs, et ben là, j'imagine qu'il y a des riverains qui sont assez proches, qui peuvent être impactés d'une manière ou d'une autre, et qu'on pourrait voir comment, quelle organisation collective pourrait être portée, quelles seraient les revendications par rapport aux problèmes principaux que vous identifiez, et puis de rejoindre un petit peu cette fédération globale qu'on veut essayer de construire de riverains en lutte contre cette agriculture toxique, quoi. Tout à fait. Formidable, merci. Je crois qu'on arrive à l'heure. On avait dit qu'on allait terminer les réunions. Je voulais juste vous rappeler pourquoi on a voulu se réunir ce soir. C'est parce qu'on a besoin de bosser ensemble. On a besoin de passer à l'action ensemble. Et on a besoin pour ça de se soutenir et d'être soutenu. Il y a 3 domaines où ça compte pour nous, dans lesquels on a besoin de gens qui ne sont pas déjà en React ou avec React. Le premier, et c'est triste de le dire, c'est de l'argent. On a besoin de soutien. Le soutien des petits donateurs, comme les grands, mais les petits donateurs, est particulièrement intéressant pour nous parce que ça donne un budget qui n'est pas lié à un projet. C'est ça, littéralement, qui nous permet une autonomie d'action, une capacité de prévoir dans le temps. Et beaucoup de petits dons deviennent très importants dans la capacité pour nous, de prendre des initiatives indépendantes. Le second, c'est qu'on a besoin de personnes, et on peut jouer ce rôle auprès de vous autres aussi, de mise en relation, de communication, de relais, de soutien en matière d'information sur Facebook. C'est extrêmement important. Et le troisième, c'est un travail de près d'expertise. C'est le don aussi en savoir-faire particulier. Le travail avec les bénévoles prend à nos professionnels pas mal de temps d'organiser, de coordonner ça. Donc, parmi les expertises, ce serait bien que les personnes qu'on puisse trouver pour nous aider, c'est les personnes capables d'organiser, par exemple, les lignes de téléphone à qui contacter, les réseaux spécifiques d'appeler les gens. C'est d'organiser les experts à faire les choses ensemble. Et c'est ce qu'on fait avec le travail sur la traduction. Plusieurs personnes, des amis, des contacts, se mettent ensemble, qui sont anglophones, et on met tout ce qu'on peut, que produit React, et nos amis d'ailleurs, en anglais, gratuitement, et dans un bon anglais. Prochaine personne qui va nous aider, c'est Sophie. C'est une sorte de modèle de ce qu'on peut espérer sur l'organisation d'expertise. On a besoin de plusieurs expertises. Olivier a parlé du juridique, on a parlé de communication. Il y en a d'autres. Voici un peu le ask, comme on dit en anglais, ce qu'on veut. Donc, je vous invite, si vous avez des moyens de faire un don en argent, en temps ou en expertise, de contacter React à travers Léa. Et si vous avez envie de se mettre en relation avec nous afin de se joindre à les actions ou de nous inviter à vous soutenir dans les vôtres, passez par Léa, contactez-nous et bossons ensemble, changeons le monde.